on peut beaucoup plus facilement faire admettre à ces tiers qu'on a un problème d'alcoolisme. Bah ouais, ok, bah je suis plongé dans l'alcool. Puis voilà, j'essaie de m'en sortir, ils vont même t'applaudir, quoi. C'est pas du tout le cas avec l'héroïne, parce que c'est déjà à la base le diable. Bienvenue dans Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. L'histoire d'Antoine, elle est presque banale. C'est celle d'un jeune professionnel, à Genève, qui un jour s'est retrouvé dans la chambre d'un hôtel cossu avec sa copine et 1 gramme de poudre blanche. Par accident, il a ouvert la porte à l'héroïne. 15 ans plus tard, il nous raconte comment il a réussi à s'arracher à elle, après en avoir consommé jusqu'à ce qu'elle le consume. Ses doutes, ses espoirs, sa honte encore aujourd'hui d'en parler autour de lui, et le regard de l'autre qui peut, sans même qu'il en ait conscience, enfoncer encore un peu plus ou rendre la dignité. Je peux bien me souvenir en fait de la toute première fois où j'ai pris l'héroïne. C'était avec ma chérie. C'était une expérience en fait qu'on voulait découvrir, mais on s'était trompé de produit. En fait, on voulait découvrir la cocaïne. On ne sentait pas du tout l'effet qui est celui de la cocaïne, mais quelque chose de beaucoup plus apaisant et de beaucoup plus détendu. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le produit qu'on avait pris n'était pas de la cocaïne, mais de l'héroïne. D'ailleurs, la personne qui nous l'avait passé nous l'a confirmé après, en disant « Bah oui, je vous ai passé de la poudre. Pour moi, la poudre, c'était de la cocaïne, puis pour elle, la poudre, c'était de l'héroïne. » Alors voilà, d'où venait les quiproquos. Je travaillais au Touring Club Suisse, donc tout près du lieu où on se rencontre avec des amis après le boulot. Ma copine travaillait comme secrétaire aussi dans le coin, et on avait nos habitudes dans un bistrot, et puis certains de ces habitués étaient des habitués de certains produits aussi, et ça nous a amené à une fois en prendre. Voilà. Mais ça a été, on va dire, programmé et prévu de longue date. On s'est dit, voilà, on va en prendre le vendredi soir, on va prendre une chambre d'hôtel, on s'est organisé pour ça. Et je me souviendrai toujours, quoi. On se lève du lit, puis on se regarde, puis il y a cette chaleur qui monte, et puis normalement, on a des pupilles qui sont éclatées, mais franchement, on voit plus du tout la couleur des yeux. Et là, c'était tout le contraire, c'est-à-dire qu'on voyait toute la couleur de l'iris, puis les pupilles n'existaient pratiquement pas. Ça, c'est un des premières réflexions que j'ai eues, quoi. C'est que je voyais ces yeux pour la première fois tels qu'ils sont quand les pupilles sont toutes petites. Et ça, c'est un des effets, on va dire, mécaniques de l'héroïne. Contrairement à la cocaïne, où ça les éclate complètement. Le souvenir donc corporel, c'était cette chaleur qui monte. Et puis on se regarde, puis on dit « Ah d'accord, je pense pas que c'était de la cocaïne, ça. » On s'était attendu à quelque chose où on va être excité, tout ça, puis que, bon, voilà, quand on fera, ce qu'on fait, mais avec moins de tendresse et puis un peu plus d'énergie, puis en fait, c'était tout le contraire. On était dans une espèce de je sais pas, c'est indescriptible, la sensation qu'on a. Puis même en parlant maintenant, je le ressens un peu. L'émotion que ça dégage, donc c'est quelque chose qui était très fort, même 25 ans après. Non, même plus. On le ressent toujours, quoi. Pendant tout le week-end, on a eu ce produit-là, on avait 1 gramme, puis on avait pris une toute petite partie pour commencer, puis on était complètement éclatés. Donc, je sais pas combien de temps ça nous a duré, ce produit, mais en tout cas, jusqu'à toute la semaine d'après encore, on était sur une autre planète. Et j'ai pas trop le souvenir de comment on en a parlé après, mais effectivement, en décrivant les effets et tout ça, tout le monde disait « Bah ouais, t'as pris de l'héroïne, mec. » Ah ok, bon, c'était cool.
elle est où XY là, et qui nous l'a fourgué. Parce que même si elle nous a eu, on en reveut, mais c'était chouette. Après, bon, ils nous ont mis en garde, en disant attention, justement, c'est là où il faut faire attention. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous pensez que c'était pas vraiment un accident ? Je pense que sciemment, elle a dû dire de toute façon, c'est une bande de naïfs, je leur mets ce que je veux. Est-ce que c'était dans le sens de nous arnaquer ou est-ce qu'elle a fait parce qu'elle s'est dit tiens, ce couple-là, non, il faut leur filer de l'héroïne plutôt que de la cocaïne, ils vont s'éclater comme des fous. Je sais pas. Étant donné que les faits étaient peut-être décuplés aussi par le fait qu'on l'avait pris ensemble et qu'on pouvait directement le communiquer, directement le partager, cette expérience a été pour nous, en tout cas pour moi, quelque chose d'assez fabuleux. Quand j'ai appris que c'était donc de l'héroïne que j'ai pris, j'ai eu un effet de rejet. Et donc pendant, on va dire, des années, c'était pas du tout un sujet. Ni dans ma tête, ni entre nous. Bon, d'ailleurs, entre-temps, je m'étais séparé de ma copine. Et il y a eu une deuxième fois, 3 années après. Donc la première fois, c'était quand j'avais 22 ans. La deuxième, 25 ans. Et donc la deuxième fois que j'ai voulu en prendre, déjà le produit avait changé de couleur, de texture aussi. C'était brun, plus du tout blanc. Et là, effectivement, l'effet dont je me souvenais est revenu. Je ne pense pas que j'avais besoin de prendre une énorme dose, mais c'est effectivement l'effet que je recherchais qui était revenu. Ça a toujours été assez exceptionnel et assez pour une occasion, j'en prenais. Qu'est-ce qui a fait la deuxième fois quand vous avez cherché à prendre de l'héroïne, et là vous saviez donc que c'était de l'héroïne en toute connaissance de cause, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là pour que vous vous soyez dit... Je ne peux pas vraiment me souvenir pourquoi en fait la deuxième fois je l'ai fait. Le fait est que donc la troisième fois où j'en ai repris, c'était avec ma copine qui a été tout de suite emballée, et puis je n'ai absolument pas du tout réagi par rapport à ça. Et d'ailleurs, là, je peux mettre en garde toute la gente féminine, c'est que une femme réagit différemment par rapport au produit et par rapport à l'effet physique et mental. Elle est beaucoup plus fragile et beaucoup moins résistant. Et ma copine de l'époque a tout de suite adopté ce produit, l'a tout de suite adoré. Et évidemment, je ne maîtrisais pas en fait ses envies. Je me disais, voilà, c'est encore une consommation récréative. Et c'est tout. En fait, elle en revoulait. Et en fait, avant que je me rende compte, elle était accro. Et évidemment, en reprenant, je suis devenu accro aussi. Ça a été très très vite, l'engrenage. En l'espace de 2 semaines, le produit était presque une personne à part entière dans le couple, qui avait pris une place prépondérante, de par son importance, de par son côté financier, le plaisir qui devenait presque une obligation. C'est incontrôlable après. On se croit fort et on croit encore maîtriser la situation, mais en fait, elle nous échappe déjà totalement. Quels sont les symptômes physiquement quand on essaye de ne pas en prendre pendant une semaine ? On a des crampes, on a mal partout, mal dans des articulations, on n'a pas de force, on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'envie, quoi. On n'a pas faim, on peut pas se lever, il y a tout qui fait chier, quoi. En gros, c'est ça. L'effet du manque est très physique et n'est pas aidé non plus par le manque mental, mais c'est d'abord physique. Hein. C'est le corps qui demande et puis qui réclame et puis qui crie famine à sa façon et qui dit maintenant tu m'en sers parce que autrement tu vas avoir des douleurs partout, quoi.
À ce moment-là, est-ce que vous travaillez tous les deux ? Ouais. Vous en avez parlé autour de vous ? Justement, non, on peut pas en parler directement, d'autant que on va dire que mes parents auraient pu être peut-être un peu plus compréhensifs, mais il n'était absolument pas question qu'on divulgue nos problèmes, ne serait-ce qu'autour de nous, auprès des proches, quoi. On en avait honte, en fait. Donc on a cherché de l'aide auprès de professionnels de centres, médecins et autres. Et on a réussi à gérer ça, je sais pas, parce que il y a des choses qui resteront non dites. En tout cas, nous, on n'en a pas parlé, quoi. C'était absolument exclu qu'on en parle. Mais est-ce que les gens vous ont posé des questions, vous ont remarqué qu'il y a quelque chose avait changé en vous ? Non. Ou alors, soit par des grandes manœuvres et par des grandes stratégies, on a toujours réussi à esquiver et puis à aiguiller les questions sur autre chose. Mais en tout cas, la question de la drogue ou de l'addiction ou un problème financier lié à ça n'a jamais été évoqué, que ce soit par nous ou que ce soit par notre entourage. De quoi vous aviez honte quand vous dites que c'était la honte qui vous empêchait d'en parler à qui que ce soit ? Le fait qu'on soit pas acteur, mais spectateur en fait de ce qui se passe en nous, et que on peut même pas décider quand c'est qu'on en prend ou pas. À un moment donné, c'était plus un plaisir, c'était juste pour combler les moments où on voulait rester normal, parce que sans s'en rendre compte, on était devenus des personnes qui ne pouvaient fonctionner qu'avec l'héroïne. Moi, je pouvais résister et puis ne pas en prendre, mais c'est elle qui disait tout le temps « j'en ai besoin ». Puis ensuite, si le couple qui se dégrade parce qu'il y a ce conflit, moi je veux pas et elle veut, donc je disais on va résister parce que c'est ridicule, etc. Puis elle cassait tout, quoi. Quand j'ai vu qu'elle était capable de s'attaquer à des choses précieuses, matérielles, donc mais le simple fait qu'elle puisse en fait aller aussi loin en fait dans sa crise nous a décidé de se prendre en main. On n'allait pas continuer à vider notre compte en banque ou à changer aussi nos comportements par rapport à l'extérieur. On s'est donc décidé à trouver un remplacement, c'est-à-dire une cure de méthadone, qui était donc absolument indispensable pour ma copine. Et moi je l'ai faite aussi parce que comme ça je l'accompagnais dans tous les sens et c'était aussi quand même plus agréable pour moi. Donc vous avez contacté une association ? Oui, il y avait une structure, je ne sais plus exactement, qui nous a permis de suivre une cure, mais c'était assez fliqué, hein, donc on devait prouver qu'on n'en prenait pas, par exemple. Bon, l'abstinence était imposée de facto. Donc, si on voulait suivre ce traitement de méthadone, c'était en prouvant qu'on ne consomme pas. Pour nous, l'idée, c'était juste, on a 2 périodes de consommation, puis entre ces périodes de consommation, on prend de la méthadone, basta, non, pour eux, non. Ah non, vous n'en prenez plus. Puis à ce moment-là, nous vous donnons le traitement. On a fait plusieurs centres, en fait. Puis après, il y avait aussi les médecins. Alors, les médecins, c'est différent des centres. Il y a des médecins qui peuvent prescrire de la méthadone, mais je n'ai jamais, en fait, pris la décision d'aller voir un médecin parce que j'étais dans cette optique aussi de m'en sortir. Le moment où on prend un médecin, ce serait comme de la consommation accompagnée et je ne voulais pas. Moi, je voulais m'en sortir. Ma copine voulait s'en sortir, donc prendre un médecin, ça aurait été, la facilité. Donc, on est resté toujours avec des centres. Puis, c'est très contraignant. On doit venir tous les jours. Ils nous imposent, on va dire, un encadrement qui est psychologique.
Donc il y a des entretiens sans arrêt quoi, avec tel ou tel spécialiste. Et il y a toujours cette attente. Puis dans l'attente, on côtoie les autres, on va dire patients. Et c'est cette confrontation et c'est ce côtoiement que je n'aimais pas et qui, en fait, me faisait honte, quoi. Parce que j'ai besoin et envie et je trouve normal qu'on aspire à une certaine qualité de vie. Et puis, c'était devenu totalement le contraire. Je côtoyais des déchets. C'était très dur. Ça, c'était dur, ça. Ouais. Est-ce que vous aviez peur de un jour leur ressembler, peut-être ? Non, quand même pas. N'empêche que c'était pas agréable de vivre ça. Ouais, et puis de vivre un peu dans le mensonge, hein, parce que nos parents ont toujours été très présents. Et c'était très difficile de s'échapper, puis d'avoir une routine qui nous permette d'aller là-bas tous les jours. Devoir dire des mensonges, pas parce qu'on consomme, justement, non, mais parce qu'on ne veut plus consommer. C'était à quelle époque, ça ? J'avais pas encore 30 ans. Il y avait 10 ans de différence avec moi et ma copine. On travaillait les deux, on était en couple avec un chien, un joli appartement. Des acquis qu'on n'avait pas forcément envie de perdre. Ça a quand même fonctionné pendant un moment. Après, on s'est séparés quelques années après cette cure. Puis après, évidemment, on se dit, on est guéri, puis on va faire autre chose. Et pendant donc, on va dire combien de temps ? 5 ans, c'était plus du tout d'actualité. Je n'étais pas atteint de ce manque. Malgré le fait que ça m'arrivait de reconsommer récréativement, mais très rarement, mais vraiment très très rarement. C'était plus une période où je me prenais des murs complètes. J'aimais beaucoup l'alcool à cette époque-là. De temps en temps, pour faire comme les autres, je prenais un rail de coke. Mais en fait, l'héroïne a toujours eu en fait cet effet nostalgique en moi. Et je pouvais, on va dire, revenir dessus quand je voulais. En disant, voilà, c'est un copain qu'il faut pas trop souvent côtoyer, quoi. Il faut on va le voir de temps en temps, mais vraiment, vraiment, vraiment de temps en temps. Et si on le voit trop souvent, on sera obligé de le voir tout le temps. Ou alors de s'en débarrasser différemment. Donc, je l'ai côtoyé pendant des années à ce rythme-là. Et il a suffi de quelques événements un peu plus difficiles à digérer au niveau émotionnel pour que ça redevienne quelque chose de plus régulier. Puis voilà, après, j'avais condamné la société. J'en voulais à tout le monde. Puis ensuite, se victimiser, c'est facile. Hein. Après, il suffit de s'enfoncer encore plus, quoi. Puis là, je suis allé tellement, tellement, tellement bas que je savais que je n'avais pas d'autre choix que de demander de l'aide pour remonter. Parce que je voulais remonter. Je savais que j'allais remonter. Et c'est assez sournois de ce côté-là, parce que c'est comme si j'avais besoin d'aller aussi bas pour remonter, puis sachant que je ne pourrais pas le faire seul. C'était comme si c'était un plan que j'avais prévu à l'avance. Hein. On est 2010, là tu as vraiment été très très loin avec mon ex de l'époque, puis ton boulot, ça va plus, ta structure d'amis, franchement, c'est n'importe quoi. Tu fais quoi ? J'étais à l'hospice, j'étais entouré de cafards, même pas des êtres humains, quoi, c'est là. Et je me dégoûtais. Puis je savais qu'à un moment donné, ce serait soit la prison, parce que
faut commencer à douiller pour sa consommation. Hein. Donc c'était du deal, quoi, que je faisais. C'était ce qui est le plus facile. J'avais créé un espèce de réseau jusqu'au moment où, voilà, quoi, les flics vont débarquer. Et puis, pendant mon séjour en prison, j'ai eu le temps justement de faire toute cette réflexion. Est-ce que c'est là que vous avez commencé à jouer aux échecs ? Non. Les échecs sont une seconde nature chez moi. Je joue aux échecs depuis que j'ai 8 ans. J'ai ensuite pris des cours à l'école. Ensuite, tout le temps joué au bastion. J'étais dans des clubs dès mon plus jeune âge. Et puis, la plupart de mes amis sont issus des clubs d'échecs ou alors du milieu. Les échecs sont chez moi quelque chose de très présent toujours. C'est une obligation, les échecs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après moult réflexions sur qu'est-ce que j'allais faire et comment j'allais m'en sortir et toutes les belles énergies que j'avais reçues et toutes les belles réflexions que je m'étais faites, je suis pas plus con qu'un autre, je peux m'en sortir, mais je voulais réunir pas uniquement une énergie pour faire un boulot à la con, quoi. Non, c'est en ce moment cette énergie qui me porte, qui me fait me lever le matin, qui me fait me coucher le soir, crevé, mécontent. C'est mon envie de faire des échecs, puis de la transmission du savoir des échecs à mon métier. Je pense que j'avais besoin de m'être cogné partout pour être où j'en suis maintenant et puis pour me battre comme je me bats en ce moment. Il y a certains choix à faire et puis je les fais et je suis fier de les faire. Puis je suis accompagné par ça, par une femme merveilleuse qui me porte, qui m'inspire, je vis quelque chose d'absolument franchement, que je souhaite à beaucoup. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, en fait, à ceux qui, peut-être, écoutent ce podcast et consomment de l'héroïne ? Je peux dire quelque chose à ces gens. S'ils se sentent mal, qu'ils changent quelque chose. S'ils se sentent confortables et que ça n'empiète pas sur leur routine, mais dont je suis vraiment pas sûr pour, on va dire, 90% des consommateurs, qui continuent dans leur routine. Mais pour tous les autres, je dis qu'ils vont vers la mort et que c'est leur choix. S'ils n'ouvrent pas leurs yeux et puis s'ils n'ont pas d'ambition ou de raison de vouloir changer quelque chose dans leur vie, ils vont vers la mort. Est-ce que le silence qui entoure la consommation de drogue, notamment de drogue dure, selon vous, participe à ce cauchemar ambiant, quoi ? Ben oui, c'est évident, parce que on peut beaucoup plus facilement faire admettre à ces tiers qu'on a un problème d'alcoolisme. Hein? Ben ouais, ok, je suis plongé dans l'alcool. Puis voilà, j'essaie de m'en sortir, ils vont même t'applaudir, quoi. C'est pas du tout le cas avec l'héroïne, parce que c'est déjà à la base le diable. Donc on joue avec le diable, là déjà on est mal parti, donc on est déjà condamné au départ. Parce qu'on est dans cette société qui condamne, qui juge, qui trouve beaucoup plus facile de critiquer que de avoir d'autres solutions à apporter. C'est facile de critiquer. Qui aujourd'hui autour de vous sait que vous avez été dans cette situation d'addiction à l'héroïne ? Oh, très très peu de gens. Ma mère, ma femme, ma sœur,
mon meilleur ami, peut-être 1 ou 2 amis plus proches du club, puis on va dire 5-6 personnes que je côtoie depuis très longtemps. On peut toujours dire qu'on est sur la voie de la guérison, on peut jamais dire qu'on s'en sort. C'est pas à rajouter sur le CV, vraiment pas. De quelle stigmatisation est-ce que vous avez peur, justement ? L'incompréhension, en fait. Le produit est considéré comme étant malsain. Une personne qui prend un produit qui est malsain est une personne malsaine. C'est quelque chose qui restera, je pense, jusqu'à la fin des temps, inscrit dans les gènes de l'humain. Et il n'y a pas à lutter contre ça. C'est un geste qui est auto-stigmatisant, en fait. Il n'y a pas de retour. Autant, je pense presque que la cocaïne pourrait encore avoir cet effet de... Ouais, ça stimule la performance. Et donc, voilà, parce qu'on est dans une société où la performance et le résultat est omnibilant, est absolument incontournable. Et c'est écœurant de le dire. Moi, ça me fait peur, en fait, pour la suite, hein, parce que ça n'a plus rien d'humain, en fait, ce qui se passe dans cette société. T'as de bons chiffres, t'es avec nous, t'as de mauvais chiffres, t'es pas avec nous. Et à la société, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire ? Dans quelle mesure vous souhaiteriez que le regard change ? La bienveillance peut venir d'un regard, tout simple. Même si le consommateur se sent déjà lui-même stigmatisé parce qu'il a faim, il en a honte, etc., un regard bienveillant signifie beaucoup de choses pour ces personnes, parce que ils se sentent tellement seuls. Plus on les stigmatise et plus ils vont se sentir acculés et perdus et envie de se tirer une balle, quoi. On peut de toute façon pas faire grand-chose à l'extérieur. On n'est que spectateur, mais on n'a pas besoin de les enfoncer. Aujourd'hui, en rétrospective, avec votre nouvelle vie et la femme qui vous accompagne au quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de dire à la personne que vous étiez quand vous étiez au plus bas ? Ouais, t'avais pas besoin de passer par toutes ces péripéties. Si tu avais eu toutes ces réflexions avec une tête saine et une réflexion saine, tu aurais perdu beaucoup moins de temps, mais tu ne dois pas regretter ce que tu as vécu, parce que ce que tu as vécu, c'est aussi ta richesse, et tu t'en sers pour aussi être ce que tu es, et tu peux être fier de toi. Merci d'avoir écouté ce 6e épisode de Brise-Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur letemps.ch/podcast ou sur iTunes, Deezer ou SoundCloud. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki-Yablou. Si vous aimez Brise-Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes.